Magistrat depuis 2014, Ulrich Xavier Ovono-Ondoa est aujourd'hui le président du CAN, entendez, Club des ambassadeurs pour la masculinité positive. Il a été désigné par l'Association des femmes leaders du Cameroun. Aujourd'hui, invité du podcast de Tina, nous allons parler ensemble de la condition de la femme et de la jeune fille dans un contexte de violence dans les familles africaines. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Monsieur Ovono-Ondoa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir dans le podcast de Tima, édition 4. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'on aura un bel entretien, surtout très enrichissant pour tous ceux qui vont regarder. Je l'espère aussi. Alors, vous êtes magistrat, vous êtes également président du Club des ambassadeurs de la masculinité positive. D'entrée de jeu, j'ai envie de demander, c'est quoi la masculinité positive? Alors, c'est un vaste sujet. Je ne suis pas sûr que si on devait développer, on terminerait dans le cadre de cet entretien. Mais vous devez savoir que la masculinité positive, ce n'est pas une invention toute récente. C'est quelque chose qui existe depuis toujours et qui a déjà une certaine épaisseur en Afrique parce que ça naît d'une déclaration des chefs d'État, depuis 2021 d'ailleurs. En deux mots, du point de vue théorique, la masculinité positive, c'est l'implication des hommes dans la promotion et la protection des droits et libertés des femmes et des filles, avec généralement en perspective la limitation des violences faites aux femmes et aux filles. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, qui est du point de vue purement conceptuel, c'est aussi de permettre aux hommes de développer des qualités telles que l'empathie, parce qu'on a quand même tout un mythe de l'homme fort, l'homme qui ne pleure pas, l'homme qui est toujours robuste, l'homme qui n'a pas de sentiments, l'homme qui est froid. Et on se rend compte à l'épreuve des faits que ce mythe-là, il peut devenir problématique à terme parce qu'il invisibilise le ressenti de l'homme et il finit par le rendre un peu glacial. Mais au final, c'est toujours l'homme, c'est encore l'homme qui est au centre des débats ou pas? Je pense que dans la masculinité positive, de toute façon, la manière dont je l'aperçois et dont elle se traduit dans les documents que nous avons pu consulter jusqu'ici, c'est la famille qui est au centre de la question. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'investit dans la fabrique d'une non-conflictualité dans la relation homme-femme, l'objectif final, c'est quoi? C'est de créer de l'équilibre, c'est de créer de l'épanouissement et en fait, c'est de stabiliser la famille. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que je sois magistrat. En tant que magistrat, on a quand même un nombre important d'enfants de la délinquance. Et quand on analyse les données de cette délinquance-là, on se rend quand même compte que la plupart des enfants délinquants sont issus de foyers difficiles. Soit parce qu'ils sont orphelins, soit parce qu'ils sont en situation de monoparentalité sans une autorité ferme, soit parce qu'ils ont été recueillis dans une famille où il y avait de la violence. Donc, en construisant de la non-conflictualité, on ramène de la sérénité dans la famille et on donne aux enfants, qui sont les futurs hommes, qui sont les futures femmes de demain, des clés, des codes, des rudiments pour avoir une vie plutôt harmonieuse dans la suite. Donc pour moi, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je l'ai accepté, la masculinité positive nous permet de stabiliser la famille. De concert avec les femmes, peut-être? Il n'y a pas de masculinité positive sans féminité positive ou sans féminité tout court. On ne peut pas avoir des hommes d'un côté qui pensent le monde en parlant des femmes sans que les femmes ne soient associées et vice-versa. Quand on développe la question de la protection et de la promotion des droits des femmes, on le fait essentiellement avec des femmes. Et les hommes le vivent comme une agression parce qu'ils se sentent accusés tout de suite. Et maintenant, si on veut faire de la masculinité... raison aussi un peu, hein? On pourra en débattre. Il y a des données qui montrent qu'il y a quand même une violence sur les hommes qui existe. Peut-être qu'elle n'est pas aussi prévalente que la violence des hommes à l'égard des femmes. Mais là encore, on peut peut-être avoir un biais qui est de dire les hommes ont honte d'en parler parce qu'un homme qui se fait violenter ou un homme qui se fait battre par sa femme, c'est toujours très honteux. Voilà, c'est toujours mal perçu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le premier chantier sur lequel, au niveau de notre club, nous nous sommes posés, c'était la conduite d'une étude sur la perception des hommes
On va y revenir. Moi j'aimerais d'abord savoir pourquoi c'est vous qui avez été choisi. Je ne sais pas. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Enfin, je veux dire, comment vous avez appris la nouvelle? Alors, la présidente du réseau des femmes leaders, Madame Baba Bala Françoise, m'a appelé. Elle m'a appelé et elle m'a dit que j'avais été plébiscité par les femmes pour être président du club des ambassadeurs de la masculinité positive. J'avoue que j'étais un peu surpris parce que j'avais vu quelqu'un d'autre. J'avais vu quelqu'un d'autre. Non, je ne donnerai pas le nom, mais j'avais vu quelqu'un d'autre. Mais il se trouve quand même que ce choix, quoique surprenant pour moi, ne l'était pas totalement. Ça fait quand même 10 ans que je suis bénévole pour les associations des femmes. J'ai commencé avec VOPS, Victim Offender Prisoner Service, qui est une ONG de l'Église catholique. J'ai commencé avec eux et on soutenait beaucoup les femmes qui étaient en détention, en prison. Après, j'ai travaillé avec la chaîne des enfants Saint-Nicodème, qui s'occupait essentiellement des enfants de la rue et particulièrement des filles de la rue. Donc vous avez un faible pour la condition de la femme et de l'enfant. Voilà, et de l'enfant. Et puis, depuis 5 ans, je suis bénévole pour le réseau des femmes leaders avec lesquels on a eu plein de travaux sur la 1325, l'implication des femmes dans les prises de décisions politiques, l'implication des femmes dans la lutte contre toutes les incivilités, les insécurités. On a beaucoup travaillé sur l'accompagnement des jeunes filles, on a travaillé sur l'autonomisation des filles, sur l'autonomisation des femmes. Et puis, j'ai quand même été chef de mission sur l'élaboration de l'avant-projet de loi relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Peut-être que tout ça a contribué, mais je vous ai dit comment ça s'est passé, on m'a informé et j'ai dit OK. Et ça va durer combien de temps? Alors, je pense que là, c'est pour 3 ans, mais il y a une refonte qui est en train d'être faite parce que le réseau des femmes leaders au Cameroun, en réalité, est une émanation du réseau des femmes leaders de l'Union africaine. Et donc, il y a une grande réforme au niveau de l'instance fêtière en Union africaine qui va redéfinir les mandats, le périmètre et la taille de la composition des bureaux et tout ça. Donc, d'ici l'année prochaine, on sera un peu plus stabilisé par rapport à ces objectifs et donc on aura plus de visibilité sur la suite. J'ai envie de vous demander quel est votre plan d'action donc sur les 3 ans qui arrivent? Alors, voilà, on est en train d'élaborer un plan d'action, mais on est parti d'abord sur une étude diagnostique qui permettrait d'affiner la perception qu'on a de la question, parce qu'on est sur la masculinité positive et dans la décision qui crée notre club, on a 2 branches. On a la promotion de la masculinité positive et on a la promotion des droits des femmes et des filles. Donc, on est en train d'élaborer le plan d'action, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une grande béquille sur laquelle il faut se reposer, c'est la construction de la famille. Parce que le délitement des familles aujourd'hui est un vrai sujet. Pour le magistrat que je suis, nous avons quand même pas mal de demandes en divorce qui reposent sur les violences. Pas mal. On a quand même, je crois qu'on est dans l'ordre de 75%. Et ces familles qui se délitent du fait des violences, on peut se poser la question de savoir mais quelle est la cause des violences. La violence n'est pas que physique. Elle n'est pas que physique, bien entendu. Quand vous avez des enquêtes démographiques et de santé du ministère de la Santé et de l'Institut national de la statistique, vous avez des violences qui sont physiques et des violences qui sont verbales. Vous avez des violences qui sont psychologiques, dans les 2 sens, s'entend. Et donc, le fameux incompatibilité d'humeur vient souvent de ces violences verbales et qui ne sont pas souvent bien captées par la sociologie avec laquelle on évolue, mais c'est des phénomènes qui sont réels. Et donc, pour nous aujourd'hui, c'est de remettre la famille au centre et de voir comment, en construisant une logique de couple beaucoup plus harmonieuse, on peut ramener une forme d'équilibre. Votre chantier est vaste. J'ai envie de vous dire que pour ce que je pense, c'est que pour parvenir à ce que vous voulez, il va peut-être falloir éduquer la femme à l'éducation de l'homme. Je m'explique. Une maman, comment est-ce qu'elle éduque son garçon? Est-ce qu'elle l'éduque à ne pas pleurer? Est-ce qu'elle l'éduque à être fort? Est-ce qu'elle l'éduque à frapper sa petite sœur, par exemple, quand ils ont un problème? Comment est-ce que les garçons sont éduqués dans notre société? Et je pense que ça passe peut-être par l'éducation à l'école et à la maison. Alors, est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là ou à ces autres aspects-là? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par rapport à ça? Alors, les déterminants culturels sont la base vraiment de tout ce que nous pouvons vivre. Les parents qui éduquent leurs enfants aujourd'hui sont dans une reproduction de ce qu'ils ont vu.
Maintenant, à l'épreuve des faits, est-ce qu'on peut quand même questionner ces déterminants culturels? Je pense que oui. Et donc, il y a un grand travail qui n'est pas que le travail pas de la remise en question, mais du questionnement des cultures pertinentes dans le cadre d'une éducation, dans un contexte globalisé. Et comment est-ce qu'on peut faire monde sans cesser d'être société? Parce que le but aussi derrière, ce n'est pas de dévoyer complètement ce que nous sommes, c'est de trouver justement le bon équilibre, la bonne distance. Ce que nous sommes, c'est quoi? Les Bantous forts? Nous ne sommes pas que Bantous au Cameroun. Vous savez, vous avez des Peuls, vous avez des Mafa, vous avez des Kiziga, vous avez tout ça. Et tout ça, et justement, quand je parle de déterminants culturels, c'est justement d'aller regarder dans chaque culture dominante. Vous avez des cultures au Cameroun où après le rite initiatique du jeune garçon, il doit taper sur une femme pour montrer qu'il est fort. Vous avez des rites comme ça au Cameroun. Et donc, quand ce garçon-là se retrouve demain à taper sur une femme et que la société crie en voyant en lui le bourreau, il est perdu lui-même. Et donc, on ne peut pas décréter une éducation. Il faut travailler sur ces déterminants culturels. Vous avez la question religieuse. Et il y a des associations avec lesquelles nous entendons poursuivre des partenariats structurants, la conférence des imams, la conférence épiscopale nationale pour les catholiques, avec le SEPCA pour les protestants. Avoir une discussion, parce qu'il y a quand même des gens qui vous disent que quand on lit la Bible, la femme doit être soumise à l'homme, ainsi de suite. Il faut aller regarder ces aspects religieux, ces aspects culturels, parce que si on veut dresser un guide de la masculinité positive, il faut pouvoir savoir d'où est-ce qu'on part. On ne peut pas le décréter de ce que nous voyons. C'est pour ça que nous avons pris sur nous nous avons finalisé les thèmes de référence de cette étude. Nous sommes en voie de recherche de financement. Cette étude-là doit nous permettre d'identifier les déterminants de la violence. Là, on a déjà détecté l'éducation, qui fait partie des déterminants de la violence. Et je le redis encore, l'éducation, généralement, est menée par la mère. Est-ce que c'est toujours pertinent que l'éducation soit abandonnée à un des parents? Non, ce n'est même pas normal. Vous voyez donc que la question de l'éducation elle-même, elle fait l'objet d'une étude, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on doit penser l'éducation aujourd'hui. Maintenant, vous avez un vaste champ sur la monoparentalité. Nous avons une grande situation de monoparentalité au Cameroun. Nous avons beaucoup de mères célibataires, nous avons beaucoup de pères célibataires. Et comment est-ce qu'on va structurer un accompagnement à la monoparentalité pour se rendre compte que derrière la monoparentalité, il y a également un sujet potentiellement de déterminant de la violence ou de déterminant de l'incompréhension, expression que je préfère, dans le rapport homme-femme. Est-ce que vous voulez dire par là qu'un enfant qui grandit avec papa et maman sera toujours plus équilibré qu'un enfant qui grandit avec... C'est pas ce que je dis. Voilà. Un enfant qui grandit avec un père violent et une mère violente n'est pas équilibré. Un enfant qui grandit avec une mère qui se bat seule a une conception différente de la vie de famille. Un enfant qui grandit avec un père qui se bat seul a une conception différente de la vie de famille. Alors, comment est-ce qu'on fait pour remettre du sens derrière tout ça? Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait, rien n'est proposé. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ils doivent gérer ça tout seuls. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on remette du sens et on remette du lien? Parce qu'à la fin, c'est la société qui doit pouvoir en bénéficier. Les femmes qui sont tuées du fait de féminicide, parce que tuées sous les coups d'un homme, ces femmes-là appartiennent à des familles. Et je ne vois pas des gens qui sont en train de rejeter ces corps parce qu'ils sont tués. Les hommes qui sont tués du fait d'une colère de leur femme qui les poignarde, ça arrive souvent aussi au tribunal, ce sont des gens qui viennent d'une famille. Donc pour nous, comment est-ce qu'on remet du lien, comment est-ce qu'on remet du sens, de la convivialité, de l'amitié dans les rapports entre les hommes et les femmes? Nous ne disons pas que la famille est absolument et doit toujours être maintenue en tant que structure juridique. Mais lorsqu'il arrive que des gens viennent à divorcer, comment est-ce qu'on fait pour réussir son divorce? Vous pouvez être divorcé parce que visiblement ça ne va pas entre vous, mais il y a des enfants qui sont au milieu. Comment on fait pour créer ce lien-là? Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous préoccupent. Et c'est pour cela que je disais, en surface, la question de la masculinité positive ressemble à un gadget. Mais en profondeur, il y a beaucoup de travail derrière. Est-ce que vous avez l'intention de faire des colloques? Bien entendu, des colloques. En fait, à ce stade, quand je regarde les travaux préliminaires sur lesquels nous sommes, je peux dévoiler quelques piliers. On a un pilier qui est le pilier de la famille, on a un pilier qui est celui du plaidoyer et de la sensibilisation, on a un pilier qui est celui de l'accompagnement des victimes. Les victimes de violence? Les victimes de violence, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de cellule d'écoute. Malheureusement, on est dans un contexte où on ne peut pas avoir des clubs de parole.
Parce qu'une fois que vous vous confiez, ça se retourne contre vous. Comment on peut avoir des cellules d'écoute pour des gens qui veulent parler de manière anonyme, qui peuvent être écoutés, qui peuvent être accompagnés, qui peuvent être suivis? Parce que l'autre biais de la violence, c'est quoi? C'est j'ai de la violence en moi, je ne peux même pas l'extérioriser, je ne peux même pas parler à quelqu'un, je deviens violent. Quand vous avez une femme ou un homme dans un ménage qui commence à envoyer des messages violents, il faut peut-être aussi se questionner sur quelle est la cause de cette violence-là. Dans le pilier de la famille, par exemple, nous, on a ce qu'on appelle le coaching des couples. C'est prévu, nous sommes en train de discuter avec des gens qui ont quand même suffisamment d'expérience dans la vie de couple, qui acceptent de nous accompagner sur ce qu'on appelle le coaching des couples. Voilà. Est-ce que vous avez un budget de fonctionnement? On n'a rien. On n'a pas de ligne, nous ne sommes pas une structure administrative, nous ne sommes pas rattachés à une administration publique, mais nous savons que nous avons de la volonté, nous savons que nous avons un beau projet que nous sommes en train de monter et nous allons aller à la quête des financements. Comment ça va se passer, grosso modo? Est-ce que ce sont des membres qui vont, vu que vous êtes président du club, un club stipule qu'il y a beaucoup de personnes derrière, donc est-ce que ce sont les membres qui vont faire des cotisations? Est-ce que vous allez faire un appel à l'aide? Une levée de fonds, comment ça va se passer? Pour le moment, les discussions que nous avons nous permettent de croire que la stratégie de financement devrait reposer véritablement sur le financement des activités. C'est-à-dire qu'il nous faut des activités qui vont permettre de générer des revenus et ces revenus vont permettre de faire fonctionner la machine. Maintenant, derrière, si on a des projets qui ont une coloration service public, nous irons vers les services publics compétents pour voir s'il y a des accompagnements qui sont disponibles ou pas. Mais à date, nous n'avons pas de financement, nous n'avons pas de ligne, nous n'avons pas de budget. D'accord. Alors, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes magistrat. Il y a quelques mois au Cameroun, on parle de masculinité positive, on parle de violence également faite aux femmes et aux enfants, aux hommes aussi. Il y a quelques mois au Cameroun, une dame est décédée sous les coups de son mari, il y a quelques années. Et puis, il y a quelques mois, il est sorti après avoir payé une amende de un peu plus de 50 000 francs CFA. Dans un contexte comme celui-là, moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir si vous pensez qu'il y a une justice qui existe au Cameroun. Alors, moi, je vais répondre de manière assez simple. Si vous pensez qu'il n'y a pas de justice qui existe au Cameroun, on achète tous nos machettes, on les garde sous le lit et on règle nos comptes. Il y a une justice qui est au Cameroun, il y a une justice qui fonctionne. On peut avoir à redire sur son fonctionnement. Je suis moi-même très bien placé parce que j'ai écrit tout un livre sur la question pour dire comment est-ce qu'il faudrait améliorer la qualité de la justice. Mais sur ce cas spécifique de Diane Yango, puisqu'il s'agit d'elle, j'ai, avec d'autres associations féminines, organisé d'ailleurs après cette décision de justice, une journée de plaidoyer, une journée de sensibilisation, où en réalité, nous étions en train de faire, pas tant que ça le procès de la décision de justice, mais le procès de la loi. Parce que cette juge a respecté la loi, elle a appliqué la loi. Pourquoi une loi peut autoriser une situation aussi ubuesque? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, quand vous nous dites, parce que nous, on ne connaît pas tous les canons de la loi, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière basique? Sur cette affaire particulière, vous auriez pu avoir plusieurs qualifications. La qualification, c'est quoi? La qualification, c'est l'étiquette juridique, c'est-à-dire l'article, la disposition qu'on va appliquer à un fait. Prenons une hypothèse simple. Il y a une bagarre entre deux personnes. Si la bagarre, si l'intention de tuer était préméditée, on dira que c'est un assassinat. Si au cours de la bagarre, je me suis saisi d'un gourdin et je vous ai asséné le gourdin à la tête, on dirait que c'est un meurtre. Ah. Parce que quand vous prenez un gourdin et que vous tapez sur la tête, vous savez fatalement que la personne va mourir. Mais l'intention n'était pas arrêtée avant la bagarre. Si je vous ai donné un coup à la tempe ou je sais où, et vous tombez, vous mourrez, on dira que c'est un coup mortel. Si alors c'est dans la bagarre et de manière tout à fait inattendue, je vous ai poussé et vous êtes tombé, on dira que c'est un homicide involontaire. Vous voyez que pour le même fait, pour le même résultat, vous avez plusieurs qualifications juridiques qui peuvent arriver. Et donc la juge a retenu la qualification juridique de coup mortel. Et dans l'infraction de coup mortel, vous avez des circonstances atténuantes qui peuvent être accordées. Et lorsqu'on accorde des circonstances atténuantes, vous pouvez arriver à une décision de sursis. Et c'est ce que la juge a simplement appliqué. Et c'est pour cela que nous, on pense que le procès qu'il y avait à faire, ce n'est pas le procès de la décision de justice, c'est le procès de la loi.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé en tant que chef de mission sur l'élaboration de l'avant-projet de loi sur les violences faites aux femmes et aux filles. Et je vais vous surprendre, à l'occasion de ces travaux, nous avions prévu une disposition qui interdisait le sursis lorsque l'infraction n'était pas celle d'homicide involontaire. Parce qu'on suppose que dans l'homicide involontaire, il n'y a pas d'intention de tuer. Ou alors il n'y a pas d'intention d'exercer une violence qui peut conduire à la mort. Vous voyez que ce texte qui est toujours en étude, qui traîne et qui aurait déjà dû être pris, s'il avait été pris à ce moment-là, on n'aurait pas cette discussion-là. Donc, il y a une justice au Cameroun. Il y a des gens qui travaillent au Cameroun. Malheureusement, on a un problème avec la question des conditions dans lesquelles les personnes appelées à rendre cette justice exercent au quotidien. Ça peut être amélioré, ce n'est pas Ça veut dire quoi les insurmontable. conditions? Vous parlez de... Écoutez, les conditions ne sont pas totalement réunies. On n'a pas des magistrats qui sont totalement mis en situation d'indépendance matérielle, d'indépendance financière, d'indépendance même organique. Ce n'est pas suffisamment rempli. Ce serait très long s'il fallait développer là-dessus. Le cadre, vous êtes déjà allé dans un palais de justice, je ne sais pas. Vous avez vu comment les magistrats se marchent dessus. Ils sont 3, 4, 5 par bureau. Financièrement, ce n'est pas bien rémunéré, contrairement à ce qu'on peut penser ou croire. On peut avoir des chiffres? Bah, écoutez, rien n'est secret. Quand vous sortez de l'ENAM, vous avez 252 000. Et ça dure combien de temps, du moins, après les avancements, après 10 ans de service? Bon, après 10 ans de service, ça dépend si vous avez changé de grade ou pas. Parce que vous n'êtes même pas sûr de changer de grade après 10 ans, alors que vous êtes supposé en changer après 6 ans. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de choses, tellement d'aléas, tellement de paramètres qui font en sorte que vous pouvez avoir quelqu'un qui, 10 ans après, a toujours le même salaire que quand il est sorti de l'ENAM. Donc, tout cet environnement-là fait en sorte que la manière dont la justice est finalement rendue peut amener à poser un certain nombre de questions, mais ça n'empêche qu'il y a de bons magistrats au Cameroun. Non, je ne remets pas naturellement en cause. Et qui rendent de bonnes décisions de justice. D'accord. De toute façon, on aura compris que du coup la juge, on va pas l'incriminer, on va pas incriminer sa décision vu que elle s'est servie des textes et à la lumière des textes, elle a tout à fait raison. Je ne suis pas là pour faire le procès de la juge. Et vous n'allez pas m'amener à faire ce procès. Même si vous revenez avec la question de manière détournée. Je pense que la question des violences faites aux femmes, faites aux filles, mérite une attention particulière, mérite une loi spécifique. Vous savez, les gens peuvent se mentir avec les hypocrisies qu'ils veulent en disant que non, on n'a pas besoin d'une loi spécifique pour les femmes parce que même les hommes sont victimes de violences. Quand vous bagarrez dehors avec une femme, et que vous lui donnez un coup au bas-ventre, pourquoi tout le monde crie? Pourquoi tout le monde vous traite de criminel? Alors qu'on peut très bien donner un coup au bas-ventre à un homme, c'est pas pareil, c'est pas perçu de la même manière. Pourquoi? Parce que la femme enfante. Très bien. Ça veut dire que si on a cette particularité-là, il faut que la loi soit capable de gérer cette spécificité. Et puis dans le droit constant, vous avez une infraction, on vous dit violence sur femme enceinte. Très bien. Mais cette infraction-là, elle n'est mise en œuvre que si l'enfant dans le ventre meurt. Donc, que du point de vue du résultat, mais pas du point de vue de la violence en tant que fait de violence. Ça veut dire que si vous battez sur une femme enceinte et qu'elle a envie... Ça reste dans le champ de la violence classique. Je trouve que c'est anormal. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une loi spécifique. C'est tout. J'ai envie de dire que le chantier est très vaste. C'est bien que vous soyez la personne qui a été choisie. J'ai le sentiment que vous maîtrisez bien le sujet pour avoir travaillé justement avec les femmes et les jeunes femmes. Maintenant, on a le côté culturel qui est très ancré dans nos habitudes, le côté religieux qui est très ancré dans nos habitudes. Est-ce qu'on considère que il y a un phénomène qui se passe dans le nord du Cameroun, que l'incision, c'est une violence, normalement? Parce qu'au nord, on ne considère pas ça comme ça. Non, ce n'est pas totalement vrai qu'on ne considère pas ça comme une violence. Vous avez ce qu'on appelle les pratiques culturelles néfastes, qui sont d'ailleurs reprises dans la stratégie nationale. Non, au Cameroun, dans la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, document qui vient des services du Premier ministre, les pratiques culturelles néfastes sont prohibées, sont proscrites. D'ailleurs, vous avez une infraction dans le code pénal camerounais, la mutilation génitale. L'excision, c'est interdit. C'est interdit, ce n'est même pas un débat aujourd'hui. Maintenant, on est dans la résistance culturelle et ça fait partie des sujets qu'il faut saisir à bras le corps. Mais une fois encore, dans cette affaire-là, la démarche compte plus que l'objectif. Parce que si on n'explique pas bien aux gens ce qu'on apporte et qu'ils considèrent comme étant nouveau, ils vont se braquer.
Et une fois qu'il se braque, il n'y a plus de communication possible. C'est pour cela que nous pensons qu'il y a un grand espace de dialogue, un grand espace de concertation à avoir avec les hommes de culture, les hommes de médias, à avoir avec les religieux, quelque obédience qu'ils soient, pour les amener à comprendre les implications, les enjeux et parfois les dangers, sans les juger, sans juger leur mode de vie, sans juger leur culture, mais en leur montrant l'intérêt aujourd'hui d'avancer vers quelque chose de plus positif en les assurant de ce que nous ne sommes pas là pour dévoyer leur culture. En tout cas, merci Monsieur Ovono Ndoa d'être passé par ici. Ça fait plaisir. Un moment très enrichissant, j'ai envie de dire. À vous, chers téléspectateurs, également, je dis merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici à ce qu'on y arrive, je vous souhaite de passer une très belle journée.